Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous voici aujourd'hui en compagnie de deux éminents journalistes, Victor Castanet et Philippe Pujol, qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, premier jour de foire du livre de Brive. Donc d'un côté, Philippe Pujol, donc vous êtes né en 1975 à Paris. Vous êtes un ancien journaliste de presse écrite, de presse quotidienne régionale, La Marseillaise, et vous avez obtenu le prix Albert Londres en 2014 avec une série d'articles intitulés Quartier Shit, donc sur les dessous des trafics de drogue dans les quartiers nord de Marseille. Vous êtes présent à la Foire du Livre pour cette année avec votre 9e livre, Cramer les enfants du monstre, chez Juillard, donc le voici. Donc vous expliquez comment des gamins sont broyés par le système des trafics de drogue dans les quartiers nord de Marseille. Voilà. De l'autre côté, Victor Castanet, vous êtes né en 1987 à Paris. Vous êtes un ancien journaliste pour les journaux télévisés de Canal+ et iTélé. Vous vous tournez ensuite vers la presse écrite. Votre premier livre, Les Fossoyeurs, édité chez Fayard en 2022, met au jour un scandale de maltraitance dans les EHPAD du groupe Orpea, pour lequel vous obtenez le prix Albert Londres également. Vous revenez cette année avec Les Ogres, publié chez Flammarion, le voici, qui révèle de graves dysfonctionnements dans les crèches du groupe privé, notamment People and Baby. Alors je voulais savoir, votre objectif dans tout ça, c'est quoi? C'est de changer le monde? Alors peut-être on commence par vous, Philippe, par Marseille. Donc c'est un petit match Marseille-Paris que nous avons là. Moi, j'ai pas d'objectif de changer quoi que ce soit. C'est pas mon rôle. Si ça le fait, tant mieux. Mais mon objectif, c'est de raconter ce que je connais, ce que je vois. Et moi, j'ai une particularité, c'est que je raconte les marges, je raconte un monde parallèle. C'est-à-dire, je raconte pas quelque chose que normalement on côtoie, contrairement à Victor. On côtoie les crèches, on côtoiera ou on côtoie les maisons de retraite. Moi, je raconte un monde parallèle, un monde qui se voit par quelques boutons, je dirais, par quelques irruptions, par les trafics de drogue, par les règlements de compte. Et moi, mon but, c'est de remettre au clair ce monde complexe et expliquer qu'en fait, c'est plus complexe toujours que simplement des jeunes qui sont trafiquants parce qu'ils ont le désir de l'être. Et moi, toujours, pour moi, il y a un fond raciste derrière qui dit ça. J'essaie d'amener à comprendre pourquoi on fait ça et pourquoi on devient trafiquant. Et j'ai aussi un autre objectif plus personnel qui fait que j'écris, c'est que je fais ça par dignité. Je fais ça parce que je me dis, je peux pas ne pas le dire. Je peux pas ne pas le raconter. Je sais pas si ça va servir. Avec tout ce que j'ai écrit un livre qui s'appelle La Fabrique du monstre, qui normalement aurait dû faire beaucoup de dégâts dans le milieu politique marseillais. Ça n'en a pas fait beaucoup en réalité. Donc, même si ça a eu un effet, mais pas celui que j'aurais aimé. Donc, en fait, je ne suis pas du tout quelqu'un qui veut changer le monde. Je veux simplement déjà me dire, bon, voilà, moi, je l'aurais dit, je l'aurais raconté. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et ensuite, après, si je peux amener à la compréhension et pourquoi pas au changement, tant mieux, mais ce n'est pas mon objectif premier. Vous, Victor, par contre... On m'entend bien ou pas? Ah oui. Donc déjà, bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Et... oui, moi j'essaye de ne pas être militant dans mon approche. J'essaye de ne pas avoir de positionnement politique, par exemple. Oui, quand je fais une enquête pendant 2 ans et demi ou 3 ans, que mes jours et mes nuits... Attends, peut-être... Pardon, celui-là il marche mieux. Quand je passe autant de temps pour un sujet, c'est parce que je veux qu'il y ait un impact. On ne peut jamais maîtriser si ça va prendre dans les médias, si ça va réveiller quelque chose dans la société. Mais déjà, quand je sors mes enquêtes, je me dis qu'il y aura un impact judiciaire. Pour Orpea, j'avais accumulé assez d'éléments, de témoignages et de documents pour qu'il se passe quelque chose, notamment sur des pratiques de détournement d'argent public, où je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais en gros, l'histoire d'Orpea, c'est un groupe qui détournait de l'argent public en enlevant des postes de soignants financés par nous,
Donc il a enlevé entre 2 et 4 postes, notamment d'auxiliaires de vie dans chacun de ces EHPAD. Et ça faisait 30 millions dans les caisses du groupe chaque année. Et il y avait plein d'autres procédés, mais c'était ça. Et donc c'était à la fois du détournement d'argent public et en même temps avec un impact direct sur les fins de vie de ces personnes âgées extrêmement vulnérables, notamment en unité protégée. Et donc je savais que j'avais des éléments pour qu'il se passe quelque chose. Ensuite, ça a eu un impact qui m'a dépassé, qui a dépassé ma maison d'édition. Ça a entraîné un débat de société plus global sur la manière dont on prend soin de nos aînés. Et pour les OG, j'avais un peu la même visée, c'est-à-dire de dénoncer un système maltraitant et d'y mettre un terme. Le système qui a été mis en place chez People and Baby, qui est un des principaux leaders du secteur, il ressemble par certains aspects, un système d'optimisation des coûts, un système aussi, alors je ne dis pas de détournement d'argent public avant que ça soit jugé, mais de captation irrégulière d'argent public, et qui se fait au détriment des professionnels de ce secteur et des enfants. Donc j'ai quand même, je dois dire que je peux jamais maîtriser combien on va vendre de livres, par exemple, ça c'est très difficile, mais j'estime que j'ai fait mon boulot si j'arrive à stopper le système. Ensuite, si en plus ça peut entraîner une réflexion plus globale sur la manière dont on prend soin des plus fragiles, là encore, j'estime que c'est dans la mission que je menais. Et c'est marrant, à la sortie des ouvrages, moi je fais une promotion, alors pour les Fossoyeurs, qui a duré pendant des mois, voire pendant plus d'années. Et là, je vais essayer de faire en sorte que ça soit la même chose pour les crèches, où je suis dans un rôle un peu particulier, où j'essaye de continuer à imposer ce sujet dans l'actualité médiatique pour qu'il se passe quelque chose politiquement, sans pour autant être militant. C'est-à-dire sans pour autant qu'on puisse connaître mon positionnement sur le sujet et mon avis politique. Mais donc on a sur ça, je pense, 2 approches différentes et sûrement complémentaires. Mais tous les deux, il y a quand même un point commun que vous avez, c'est que tous les deux, vous avez un tournant dans votre carrière, quelque chose, un moment qui a marqué et qui vous a mené jusque-là, jusqu'à ce prix Albert Londres et jusqu'à ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que, Philippe et Victor, vous pouvez raconter ce moment-là, qui raconte un peu votre parcours et qui remonte à quelques années en arrière ? Moi, j'étais fait diversier à la Marseillaise. La Marseillaise, c'est un journal communiste de Marseille qui existe depuis 1943, en survie perpétuelle, qui va toujours mourir le lendemain. Et moi, j'étais fait diversier, c'est-à-dire le journaliste le plus maltraité de la rédaction, dans le journal le plus moribond de France. Et donc, j'étais bien, en fait, parce que tu as tellement peu de lecteurs que tu as une liberté d'écriture qui est totale. C'est-à-dire que quand tu es dans la PQR, la presse quotidienne régionale, c'est très calibré. On n'a pas beaucoup de liberté d'écriture. Il faut avoir une écriture qui est beaucoup dans le lieu commun, le cataplasme sur une jambe de bois, le kaléidoscope, tout ce que je fuis, tout ce que je déteste. Et donc, moi, quand j'étais à la Marseillaise, j'avais ce paradoxe d'être un journaliste pas lu, et qui me permettait d'écrire ce que je voulais. Et j'écrivais vraiment totalement ce que je voulais. Puis j'avais plein de ruses aussi pour publier les articles sans être lu par mes propres chefs. Donc j'attendais des horaires. Enfin bref, je faisais tout mon possible pour pouvoir publier ce que je voulais publier. Et ce qui m'a permis de faire énormément de révélations. L'affaire de la BAC Nord, c'est moi qui la sors. J'étais un petit peu connu avant le prix Albert Londres pour être une sorte de sniper un peu fou sur Marseille qui décagnait à peu près tout ce qu'il y avait de politique, de crapules policières et dans les gangsters, j'y allais pas mal aussi. Mais j'étais quelque chose quand même dans un journalisme assez classique de faits diversiers, sauf dans mon style. J'ai toujours eu une manière d'écrire qui n'est pas journalistique, qui est une manière d'écrire plus de l'ordre du littéraire et très, très agressive, on va dire. D'ailleurs, j'avais un petit lectorat qui m'aimait pour ça, pour mon style. Et il y a eu une histoire que je vais raconter rapidement. Un préfet est installé par Sarkozy à Marseille. Moi,
je venais d'avoir un bébé, il refuse de me faire des interviews parce que j'étais communiste. Dans sa tête, j'étais communiste. Je travaillais dans un journal communiste, ce qui n'est pas pareil. Et j'avais un bébé, le seul jour où il accepte d'avoir l'interview, c'est le jour où je file le biberon au bébé, où je l'ai au téléphone. Ce qui veut dire que je fais une interview en chuchotant au téléphone et il m'empêche sans arrêt de lui couper la parole, ce qui est quand même une de mes techniques. Et à la fin, en plus, il me méprise totalement. Et je me suis dit, toi, mon pauvre, je vais te mettre la misère. Et il s'est passé une année où, quotidiennement, j'ai sorti un article sur ce qu'il faisait. Et il faisait totalement n'importe quoi. Et donc, j'ai été... d'ailleurs, il a été condamné par la suite. Et moi, j'écris... La particularité, c'est que moi, j'écris avant les condamnations. Et quand ça passe en justice, ça ne me concerne plus. J'ai fait mon job. Je ne m'intéresse jamais à ce qui se passe après, moi. Et donc... Là, il m'interdit de police. Donc un fait diversier sans police est obligé de se tourner vers les gangsters. Donc j'avais des ouvertures déjà anciennes. Et je deviens journaliste du gangstérisme marseillais, mais en le dénonçant, mais en étant avec eux. Et j'ai le prix Varenne. Le prix Varenne, c'est le prix de la PQR. Si vous voulez, c'est les Césars du journalisme. Et comme j'ai gagné de l'argent avec le prix Varenne, j'ai trouvé ça chouette. Et donc parce qu'on est très mal payé à la Marseillaise. Donc j'ai refait une série uniquement pour gagner de l'argent. Je le dis aujourd'hui sans problème. J'ai refait une série en me disant je vais regagner le prix Varenne. Et comme j'avais déjà gagné le prix Varenne, je n'ai pas eu le droit de présenter le prix Varenne. Donc je l'ai présenté au prix Albert Londres et j'ai eu le prix Albert Londres. Et là, du jour au lendemain, je suis passé d'un journaliste inconnu quelconque qui a le prix le plus prestigieux qui soit dans le journalisme. Donc moi, ça a été un changement radical. C'est-à-dire, moi, je suis passé de rien, mais un rien qui m'allait bien, hein, attention, hein, à la lumière et une pression énorme. Ce qui m'a obligé derrière à faire des livres qui ne faisaient pas dans la dentelle. J'ai jamais fait, de toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui fait dans la dentelle. Et donc mes livres sont, dès le premier, sont allés très très durs et dans l'écriture et dans ce qu'ils dénonçaient. C'est pour ça que des fois on me compare à Saviano, ce que je trouve un peu exagéré. Et donc j'ai tout de suite eu ce style difficile parce que je me suis dit, prix Albert Londres, quand on a un fait diversier, il va falloir montrer que c'est vrai, quoi. Et donc il a fallu faire plein de livres dans la foulée. Et des livres à chaque fois compliqués. J'ai toujours fait des livres très très compliqués. Et vous, Victor, c'est un voyage. C'est une mission. Le moment charnière, oui, alors, pour faire très rapidement, moi j'étais donc freelance, journaliste pour les chaînes d'infos, donc Feu iTélé qui est devenu CNews et Canal+. Et donc j'ai commencé en 2011, ça remonte. Et donc je faisais ce qu'on appelle du desk. Du desk, ça porte bien son nom, c'est que vous êtes derrière un bureau et vous recevez des images d'agence la plupart du temps, des dépêches AFP ou AP, et puis vous écrivez, vous construisez vos reportages comme ça. Et donc, il m'arrivait en une journée de traiter, je ne sais pas, d'une actualité, la grève dans les transports, et 2 heures après, de faire un papier sur une intervention en Syrie, en devant passer un coup de téléphone à l'ambassadeur de France pour discuter de ce sujet, globalement, que je connaissais depuis une demi-heure. Donc, c'était un travail d'apprentissage et d'écriture, mais très frustrant journalistiquement, parce que vous survolez les sujets et que surtout vous n'êtes pas sur le terrain. Et mon premier vrai reportage où là j'ai découvert l'intérêt, le sens de mon métier, c'est quand je suis parti en 2014 couvrir la 4e réélection, si on peut parler d'élection, la 4e réélection de Bouteflika en Algérie. Et à l'époque, le pouvoir algérien ne donnait pas de visa presse. Et donc on est parti avec un confrère d'ITélé, caméraman. On s'est fait passer pour des étudiants. On était jeunes, pas connus du tout. Et donc on est passé entre les mailles du filet et on s'est retrouvés pendant 3 semaines en Algérie, entre Alger, Oran et la Kabylie, à rencontrer des opposants au pouvoir. Alors des figures connues comme Yasmina Khadra, qui n'est pas très loin d'ailleurs, qui s'était présentée à l'élection, et surtout plein de jeunes Algériens qui étaient dans un profond désespoir et qui avaient
aucune capacité de se plaindre parce que, en gros, vous sortiez dans la rue avec une pancarte, vous teniez à peu près 1 minute 30 avant de finir dans un panier à salade. Et la presse n'était pas libre en Algérie. Je me souviens, on avait d'ailleurs rencontré un caricaturiste algérien qui avait fait un dessin de Bouteflika en fauteuil roulant en train d'aller vers sa 4e réélection, et il s'était, juste avant notre arrivée à Alger, fait briser les 2 mains. Et donc on l'avait interrogé avec les bras dans le plâtre, et c'était évidemment une menace pour lui dire d'arrêter. Et donc il avait quitté l'Algérie pour demander l'asile en France. Bon, et c'est à ce moment-là, dans ce travail du coup sur le terrain, en immersion, on dormait chez l'habitant et où on récupérait la parole de gens qui n'avaient pas la capacité de se faire entendre, que j'ai trouvé le sens de ce que je voulais faire, et qui tient au terrain évidemment, comme Philippe. 2, alors moi à l'indépendance, c'est-à-dire j'ai eu beaucoup de mal ensuite à travailler dans une rédaction parce que j'aime pas trop qu'on me dise quel sujet je dois traiter, en combien de temps, de quelle manière, et il y a sûrement des rédactions où pour plein de raisons on est plus libre que d'autres, mais c'est quand même, quand vous faites partie d'une rédaction, vous perdez nécessairement un peu de votre liberté. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à partir, alors là, beaucoup à l'étranger pour faire mes premiers reportages, en Tunisie, en Palestine, en Iran, et où j'ai découvert le plaisir de faire ce travail-là de manière indépendante, en maîtrisant, en choisissant ma ligne éditoriale et les sujets que je voulais traiter. Et donc, il y a un moment où vous vous dites, il faut qu'on écrive des livres. Parce que c'est quelque chose de faire des reportages pour des magazines, pour des journaux, mais c'est autre chose d'écrire un bouquin. Vous, Philippe, il y a quelque chose, une histoire très personnelle dans cette histoire de premier bouquin. Pourquoi vous avez passé le pas? Moi, j'écris des livres d'abord parce que d'un seul coup, des éditeurs me proposent d'en écrire. Parce que moi, je ne me serais jamais proposé d'écrire un livre. Donc les éditeurs, quand j'ai repris Albert Londres, se disputent pour m'avoir. Et puis, moi, être écrivain, ça avait du sens pour moi. Mon père, c'était un douanier, un petit cadre B de douane, qui a toujours rêvé d'être écrivain et qui l'a jamais été. Il écrivait très bien des trucs en poulet de douanier, là. Mais il a jamais écrit. Et moi, soudain, j'avais la possibilité de faire son rêve. Et il est tombé malade, il a eu un cancer et on savait qu'il allait mourir. Et donc, c'est pour ça qu'en 5 ans, j'ai écrit 7 livres. J'ai écrit le plus vite possible, le plus de livres possible, le mieux possible, pour qu'il ait le temps de les lire. Donc c'était... Et je me suis arrêté après pendant 4 ans. Quand il est mort, il a fallu 4 ans pour que j'écrive ce livre-là, qui est le seul qu'il n'aura pas lu. Et donc voilà, il y a quelque chose de très personnel derrière ça, c'est certain. Et en même temps, le livre, ça permet aussi cette indépendance-là. Alors après, gagner des sous avec un livre, c'est pas toujours gagné, justement, hein. Où ça marche, d'autres pas du tout. Moi, au début, je pensais que j'allais devenir écrivain à plein temps. Je me suis mis à faire des films, en fait, derrière. Parce que quand tu veux devenir indépendant, ton souci principal, c'est l'argent. Et moi, j'ai pas des rêves de beaucoup d'argent. Moi, je veux juste avoir une vie à peu près normale, hein. Et mon premier livre a très bien marché. J'avais l'impression donc que ça allait être tout le temps le cas. Mais le deuxième, ça n'a pas été pareil. Donc, après, il y a eu des besoins, et je me suis mis d'abord à faire des films pour ça. Et en fait, j'ai aimé faire des films, et j'ai fait aussi 9 films en tout, et des films qui ont tous énormément marché, et là maintenant je fais encore autre chose. Mais et puis j'ai pris goût au livre. J'ai l'impression que pour raconter la complexité, c'est mieux un livre que des articles. Et en plus, j'ai vraiment un style d'écriture qui est tellement éloigné du journalisme que quelque part c'est normal que je sois dans ce livre particulièrement, où je suis vraiment dans ce que les Américains appellent la narrative non-fiction. Je suis vraiment un écrivain sur les traces d'Albert Londres, c'est-à-dire qui à la fois fait le terrain, moi je suis vraiment un journaliste de terrain, et à la fois le style et la manière d'écrire. Ce qui n'est pas franchement la méthode française, où on est plutôt sur 2 écoles, le littéraire d'un côté, l'essai de l'autre. Moi, je me situe vraiment entre les deux, et je le vois entre les deux, sans me poser de question de savoir où je suis.
C'est-à-dire que ça ressemble à un roman, c'est chez les essais. Des gens qui peuvent le lire peuvent croire que tout est inventé alors que tout est vrai. J'ai fait ce choix-là. Je ne cherche pas à rentrer dans les cases, y compris pour ça. Tant pis si derrière, je ne peux pas postuler à des prix, parce que les prix, il faut être dans le littéraire. Et quand tu es dans les essais, tu ne postules pas. Et tant pis, je fais quand même le choix d'aller dans... Je ne vise pas ça. Je fais quand même le choix d'aller dans ma liberté la plus profonde possible. Et tant pis si j'en paye les conséquences. Et vous, Victor, c'est cette enquête qui a mangé vos jours et vos nuits sur les EHPAD. Oui, alors c'est cette enquête qui m'a effectivement ouvert les portes de ce nouveau média que je n'avais pas investigué avant. J'avais fait des documentaires et beaucoup de presse écrite. Et effectivement, j'ai commencé cette enquête, donc on était en février 2019. Au départ, je l'ai proposée, au bout de quelques semaines, à des quotidiens et à des magazines. Je crois que je l'ai proposée à Society à l'époque, et ensuite au Monde. Et prenant de l'ampleur, quand j'ai commencé à comprendre que c'était pas juste l'histoire de faits de maltraitance dans un EHPAD de Neuilly, mais que c'était un système mis en place par une direction générale à Puteaux et qui concernait l'ensemble des 350 structures françaises et surtout des 1000 établissements à travers le monde. Quand j'ai compris donc que c'était systémique, je me suis dit que ça valait plus qu'une double page ou même une série dans Society. Et puis j'ai compris aussi que, et ça c'est très important, Philippe parlait du style tout à l'heure, il faut surtout pas faire un livre pour faire un livre, parce qu'à un moment c'est classe quand on est journaliste de dire qu'on fait son premier livre, et qu'il soit un catalogue ou alors une série, une addition d'articles. Pour avoir été dans le jury du dernier prix Albert Londres et avoir fait le choix de la présélection, très souvent, je sais plus, moi j'ai eu 35 livres à lire pendant l'été, et il y a beaucoup de livres de journalistes qui ne sont pas des livres, qui sont très très ennuyeux à lire, d'ailleurs qui ne se vendent pas, et où au-delà du problème de style, c'est-à-dire d'avoir une patte, une singularité dans l'écriture, vous n'avez pas la base, c'est-à-dire une histoire. Pour faire un livre, il faut un peu des personnages, il faut un axe narratif, il faut une progression. Sinon, vos lecteurs, ils vont pas de la première à la 400e page. Parce que, moi, c'était mon défi sur les EHPAD. Franchement, quand j'ai commencé à mener l'enquête et ensuite à le proposer à Fayard, et que ça a été signé et tout, pendant très longtemps, je me suis dit, mais qui va aller rentrer dans une librairie et se dire, tiens, je veux vraiment la dernière enquête sur les EHPAD. Ça me fait rêver de me faire un petit livre ce soir sur les maisons de retraite. On ne pensait pas une seconde que ça pourrait devenir mainstream, grand public. Et donc moi, j'ai eu cette volonté d'écrire une histoire, et qu'il y ait d'ailleurs, comme dans les séries, à la fin des chapitres, des page-turners qui vous donnent envie d'avoir la suite, des effets de style et de progression qu'on retrouve dans la littérature et qui dépassent juste la question du style. Mais donc j'ai donc du coup à l'époque proposé à Fayard, qui courageusement a dit oui, parce qu'en vrai c'était pas gagné de faire un gros succès avec ce sujet. Mon éditrice Sophie de Closet, qui est mon éditrice actuelle chez Flammarion, a eu du nez et un certain courage pour porter ça. Et ensuite, ça a été 3 ans de travail où vous êtes très seul. C'est un travail très solitaire. Quand vous n'êtes pas dans une rédac, moi, la plupart du temps, je rencontre beaucoup de monde, mais je suis souvent très très seul. Et vous n'avez pas toujours une rédac pour vous appuyer, pour vous contredire, pour affiner vos axes. Vous travaillez tout seul, quoi. Donc moi, j'appelais un peu parfois mon éditrice, juste Sophie, pour lui demander un peu son avis, mais sinon je menais un peu ça seul. Et j'ai très vite compris que aujourd'hui, alors ça changera peut-être, mais que c'était le meilleur médium pour faire le travail que je voulais faire, un travail de long terme,
moi, j'estime que mes enquêtes, il faut entre 2 et 3 ans pour les faire. Parce que j'essaye de dépasser juste le constat et les problèmes de terrain pour remonter sur des mécanismes financiers, RH, de remonter dans les sièges des très grandes structures et tout. Et ça prend qu'on le veuille ou non, vous ne pouvez pas faire beaucoup moins de 2 ans parce qu'il faut convaincre des très grandes sources, des sources importantes, des cadres dirigeants de parler et que donc... vous ne pouvez pas mettre moins de 2 ans. Et donc, pour faire ce travail-là, il faut avoir des moyens. Et il n'y a pas une rédaction en France qui vous file de l'argent pour bosser 2 ans sur un sujet. Ça n'existe pas. Mediapart, qui fait un travail d'investigation, évidemment, finance des enquêtes qui durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais pas 3 ans. C'est simple, hein, vous faites un salaire chargé, on va dire 33 000 euros x 3, il faut au moins 100 000 balles pour faire une enquête. Personne ne vous donne 100 000 euros pour faire une enquête. Et donc avec le livre, j'ai la possibilité de travailler pendant ce temps long, et 2, je me rends compte quand même, et ça c'est une particularité un peu française, parfois les pays anglo-saxons, vous avez... plutôt le documentaire, plutôt l'audiovisuel qui va avoir de l'impact. Bon, en France, c'est intéressant de voir que le livre a encore un vrai pouvoir d'impact. Et donc, c'est aujourd'hui le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire ce travail d'investigation. Après, Philippe a raison. Encore faut-il que... vous puissiez en vendre suffisamment pour que ça vous permette de faire d'autres enquêtes. C'est ça aussi mon objectif. Alors, pour que ce soit rentable, il faut en vendre combien ? Je ne saurais pas dire, mais beaucoup. Enfin, tu les fais pas à chaque fois. Il faut dépasser les 20 000, quoi. Et 20 000 sur des livres d'enquête, c'est pas gagné. Après, moi, La Fabrique du Monstre, ça a vendu à 130 000. Donc, La Chute du Monstre, 35 000. Donc, c'est pas mal non plus. Après, voilà, il y en a qui vont bien plus haut. Et il y en a qui, la plupart, vont bien plus bas. Mais sur des sujets comme les miens, c'est déjà beaucoup, quoi. Hein, voilà. Mais après, moi, je me mets plein de modèles en place. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait être multicarte. Je fais des films, je fais des livres, je fais des podcasts, je fais de la formation. Je fais de la formation pour des Sciences Po. Je fais énormément de choses. J'ai des entreprises qui font de la narration. Donc, je fais vraiment beaucoup de trucs parce que justement, si tu veux garder ton indépendance, il faut diversifier. Il n'y a pas le choix. Jusqu'au jour où je ferai un grand succès et où je pourrai faire un livre tous les 3 ans. Mais ce n'est pas encore arrivé. De toute façon, je ne le cherche pas. Moi, je fais un livre avant tout pour moi. Mon idée, c'est je veux comprendre quelque chose. Et ensuite, je veux restituer ça pour que si moi j'ai compris quelque chose, il faut que mon lecteur comprenne quelque chose. Je n'ai pas de regard sur le lecteur, c'est-à-dire je le respecte le plus possible à travers la véracité des faits, la vérification, l'éthique, la déontologie. Je le respecte par la construction d'une narration, d'une manière d'écrire, tout ça. Là, il y a du respect. Par contre, je ne cherche pas à savoir ce que veut le lecteur. Parce que, par expérience, quand j'étais fait diversier, je me rendais compte que si j'écrivais pour le lecteur, je ne pouvais pas faire pire. Le lecteur, sur le fait divers, il veut, dans des titres, des femmes nues, des kalachnikovs, du sang, et tant qu'à faire en centre-ville et 2 jours. Donc, et je m'amusais, j'étais dans un petit journal, c'est moi qui mettais en ligne les articles. Et je changeais les titres de mes articles. C'est-à-dire, moi j'avais des articles toujours avec des titres qui étaient des jeux de mots un petit peu à la Libé ou à la Canard enchaîné. Quand je les mettais sur Internet avec ces titres, je faisais 50 vues. Quand je mettais une Kalachnikov ou un viol en plein jour, là, je touchais les 100 000 vues. C'était ça le rapport, 50, 100 000. Donc je me disais, si je donne au lecteur ce qu'il veut, je lui donne ça. Et moi, c'est pas ce que je voulais. J'avais pas cette approche-là. Donc je continue à fonctionner comme ça. J'écoute les gens. Pour moi, les gens sont des signaux faibles. Ce qu'ils me disent est très important. Mais à la fin, c'est moi qui décide. Et pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire que je pousse mon indépendance jusqu'au lecteur même. C'est-à-dire que je ne suis pas ceux qui disent un journal doit appartenir à ses lecteurs. Non, c'est pas mieux. Ça suffit pas. Il faut aussi savoir qu'un journal... moi, j'avais une certaine indépendance à la Marseillaise, mais j'avais à côté de ça des interdictions totales.
c'est-à-dire journal communiste, il y avait des interdits absolus. Mais mon concurrent est néanmoins un collègue qui était à la Provence, il avait d'autres interdictions. Mais là où moi j'avais des interdictions, lui il pouvait écrire. Donc on se complétait, on se donnait même des infos l'un l'autre pour que l'un écrive ce que l'autre n'écrivait pas. Donc moi je crois en la pluralité de la presse. Pour moi c'est le seul moyen. C'est pas ça appartient à un tel. Il faut qu'il y ait une pluralité. Donc la centralisation est un problème, ça c'est sûr. Et donc moi le livre me permet de me sortir au maximum de tout ça. Et les contraintes, c'est le respect du lecteur. Essayer de lui donner quelque chose pour qu'il s'y retrouve, pour qu'il aille jusqu'au bout. Et quand il le ferme, ils disent... Moi, avec moi, on ne dit pas « j'ai passé un bon moment ». Le paradoxe, c'est que j'ai des livres qui sont très marrants. On rigole beaucoup, mais c'est tellement désastreux qu'on rigole entre des moments désastreux. Donc, je n'ai pas passé un bon moment. Par contre, on a appris des choses. C'est-à-dire, on sort de là en se disant « ah merde, c'est pas pareil ». Comme toi, d'ailleurs. On sort d'une enquête comme ça, un monde qui est le monde des EHPAD où on y est tous allés, on a tous amené quelqu'un, on a tous quelqu'un en EHPAD. Et d'un coup, on se dit « ah merde, c'est ça qui se passe quand on n'est pas là ». Quand on éteint les lumières, nous, il se passe ça. Et d'un seul coup, tu sors, tu as appris un truc, il y a quelque chose d'important. Comme tu dis, il faut une narration, sinon ça ne suffirait pas. Oui, donc vous, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous choisissez les sujets de vos bouquins. Je sais que Victor, il a une super technique, il met son mail à la fin des bouquins, vous pouvez lui écrire d'ailleurs, si vous avez des informations, il prendra, il en reçoit déjà beaucoup, mais je vous assure, il vous lira. Voilà, et vous, Philippe, je ne sais pas trop comment vous faites, mais vous avez en tout cas un endroit de prédilection, les quartiers nord de Marseille. Oui, mais je n'ai pas fait que ça, c'est-à-dire je suis connu pour mes quartiers nord, parce que voilà, Pujol, Marseille, quartier nord, c'est automatique. Mais j'ai fait un livre sur l'extrême droite. J'ai été pendant 2 ans j'ai été avec un groupuscule nazi, fasciste, qui est tenu par mon cousin. Donc le titre du film, c'est Mon cousin le fasciste. Pour la petite histoire, cette nuit, j'étais avec lui, on a dormi dans le même lit. Et parce qu'on est dans une même pièce à Paris chez ma tante. Et j'ai donc raconter l'extrême droite de l'intérieur, mais de l'intérieur d'un niveau d'intime qui est rarissime en fait. Donc là, je l'ai choisi comment ? C'est-à-dire mon cousin, je le connais depuis toujours on se côtoie, et depuis toujours ça me fascine cette extrême droite, et moi qui viens d'un journal communiste. Il m'appelle le Bolche, je l'appelle le Faf, et le Bolche pour le bolchevique, pour préciser. Et donc j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait tous les pèlerinages fascistes à travers l'Europe, et je raconte ça. Je l'ai écrit en 2017 et il est étonnamment d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'y raconte ou ce que je dis qu'ils veulent faire est en train d'être fait. J'ai fait un autre livre sur la santé dans le futur. Ça n'a aucun rapport avec les quartiers nord, ça s'appelle Flammarion, Marseille 2040, parce que moi j'ai une formation scientifique je ne vais pas vous dire mes études, on s'en fout, mais j'ai des études qui m'amènent à connaître l'hôpital, le monde de la santé, ce qui veut dire que j'ai écrit là-dessus, parce que je considérais un peu comme toi sur tes sujets. Je considérais que c'était un sujet qui concernait tellement de monde, et moi j'avais des éléments, j'ai dit il faut que je le raconte. Alors c'est pas une enquête, c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est quelque chose qui projette la santé dans le futur. Et là, pareil, il y a énormément de choses qui ont été écrites en 2017 qu'on voit maintenant. J'avais écrit en 2017 qu'une pandémie allait ravager le monde, qui venait de Chine et qui a été une grippe. Je l'ai écrit en 2017, pas du tout parce que je l'ai deviné, mais parce que tous les chercheurs que je rencontrais me le disaient. Et donc je l'ai écrit dans ce bouquin-là. Et voilà comment je choisis mes sujets. Moi, c'est souvent des rencontres. Alors moi, je fais du terrain tout le temps sans me dire je vais en faire quelque chose. C'est-à-dire je suis tout le temps journaliste. Il n'arrive pas que je sois normal. C'est insupportable pour mes proches. Il n'arrive pas que je sois en dehors de travail. Et donc, j'ai fait des choses sur la Corse parce que je côtoie la Corse. J'ai tout un pan de la famille nationaliste, donc j'ai fait des choses sur les nationalistes, etc. Moi, j'essaie aussi de sentir les signaux faibles. Quelque chose qui revient régulièrement, par exemple des rencontres comme ça, des gens vont me parler, vont me dire quelque chose qui a l'air anodin, et je vais l'entendre 10 fois, pour moi, il y a quelque chose. Et là, je vais commencer à chercher. On va passer le micro à Victor pour cette question des sujets, des choix des sujets. Et puis, je vous proposerai de poser vos questions si vous êtes d'accord. Alors, sur le choix des sujets, c'est évidemment majeur parce qu'après, dans mon cas, moi, je passe 3 ans avec. Donc, je me rappelle de ma femme qui, à la sortie des Fossoyeurs, m'avait dit « Bon, maintenant, le prochain, tu me demandes avant parce que pendant 3 ans,
tous les soirs, il y a un moment ou un autre, je lui disais « Ah, j'ai rencontré un tel. Et donc, ça ne se fait pas avec elle, le choix, mais disons que ça a un impact évidemment sur votre famille, parce que je pense dans nos cas, tous les deux, ça déborde. Nos enquêtes, elles débordent. Il n'y a pas la journée de travail qui se termine à 19h et puis vous rentrez, vous posez votre cartable et vous passez à autre chose. Souvent, moi ça m'arrive toutes les semaines de répondre parfois à des interviews à 23h, de passer des coups de téléphone, de continuer à chercher. Alors il faut trouver le bon équilibre, parce que vous pouvez aussi mettre en péril votre vie de famille, relation avec vos proches. Il faut trouver le bon équilibre pour être... Alors c'est votre personnalité ou vous l'êtes pas, mais je pense qu'aussi c'est souvent la clé d'une réussite. Il faut être un peu obsessionnel quand même. Et sûrement Philippe doit l'être aussi. Quand vous êtes sur un sujet pendant 2 ans, vous pensez qu'à ça. Et d'ailleurs, du coup, quand vous le finissez, il y a une forme de libération. Moi, à un moment, Orpea à l'époque, People and Baby aujourd'hui... Bon, c'est vrai que tous les jours de ma vie, je me réveillais avec ce nom en tête, quoi. Et tous les jours, ça tournait pour essayer de comprendre les mécanismes. Et donc, c'est vrai que c'est une grosse question, le choix. Et après, ça dépend évidemment de plein de choses. Dans mon cas, et ça s'est fait presque à l'insu de mon plein gré, c'est que les sujets vous choisissent d'une certaine manière. C'est un peu naïf de dire ça, mais... moi, on m'a proposé le sujet du grand âge, qui n'avait rien à voir avec ce que je traitais. Je traitais de l'actualité plutôt internationale. J'étais allé en Iran pour raconter les femmes qui s'opposaient au pouvoir iranien. J'étais allé en Tunisie pour raconter une loi résiduelle du régime de Ben Ali qui punissait d'1 an de prison ferme les consommateurs de joints. Enfin bon, j'étais dans cette actualité-là. Et assez loin des sujets français, sociétaux, et encore moins des maisons de retraite. Et puis je pense que ça m'a pris parce que ça concerne les plus vulnérables d'entre nous. Et je m'en suis rendu compte avec mon deuxième sujet que j'ai une thématique qui m'intéresse, qui, moi, me fait me lever le matin, c'est la vulnérabilité. Que ce soit les personnes âgées, que ce soit les enfants, que ce soit le handicap, la psychiatrie. Je pense que, je sais du coup pourquoi je consacre 2 ans de ma vie. Vous voyez, parfois il m'est arrivé qu'on me propose, voire qu'on m'envoie des éléments sur des gros scandales financiers ou politico-financiers, qui demandait des mois de boulot. Et bon, peut-être que ça aurait eu un impact médiatique fort, peut-être que ça aurait entraîné quelque chose au niveau de ces structures et tout, mais moi, ça ne me réveillait pas le matin, ça ne m'attrapait pas, ça ne m'arrachait pas les tripes, donc j'y suis pas allé. Donc il y a toujours des sujets que vous le vouliez ou non, qui vous captent plus. Philippe, c'est sûrement un peu les marginaux. Et moi, c'est sûrement un peu la vulnérabilité. Alors, après, il faut faire avec ça, c'est-à-dire que parfois, il faut s'en éloigner parce qu'il faut continuer à se surprendre nous-mêmes en tant qu'auteurs, et puis le public aussi. Et puis, vous restez, quoi que vous fassiez, un peu toujours dans votre silo, quoi. Donc, il faut jouer avec ça. Merci à tous les deux. Est-ce que vous avez des questions à poser à mes chers confrères? Oui, tous, si on m'entend. Je voulais d'abord saluer 3 journalistes qui sont sur le plateau. Il y a bien sûr les 2 prix Albert Londres, et c'est pas rien. Et puis il y a Émilie Offray, notre consort de la montagne. Quand vous voyez signer Émilie Offray, vous pouvez lire l'article, c'est toujours passionnant, c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas prêts, je vous tenais à le faire. Merci. Alors, j'avais une question pour Victor Castanet, qui moi aussi, on partage la sensibilité pour les gens qui sont en état de faiblesse.
il le sait, on a travaillé ensemble, on n'était pas forcément dans les mêmes du même côté. Son livre a eu un impact très important. Son livre sur Orpea, j'entends, hein, les ogres aussi étaient très importants, mais sur Orpea, un impact très important, je crois qu'on ne m'entend pas très bien, qui a changé les choses, qui a changé le monde de la dépendance, mais qui a eu aussi une conséquence très surprenante, c'est que le groupe Orpea, dont vous avez décrit les turpitudes, a été sauvé par un acteur public, la Caisse des dépôts et consignations, qui a, pour faire court, racheté 50% des parts. Et de voir Orpea racheté et sauvé par le GONG, sauvé par un acteur public, je voulais savoir ce que ça vous inspirait comme réaction, et peut-être si ça vous poussait l'envie de faire une suite à votre livre et votre enquête sur les fossoyeurs. Merci. Alors, merci pour votre question, qui est à la fois une question technique, mais une question aussi sociétale très intéressante. Effectivement, donc Orpea s'est effondré en bourse. Ils ont perdu 7 milliards. Hein, globalement, ils sont passés de 7 milliards à 0. Et il y a eu l'ensemble de la direction générale qui a sauté, et un groupe qui s'est retrouvé en très grande difficulté financière parce que niveau d'endettement record, les taux d'occupation qui s'effondrent dans les structures, globalement le modèle qui est remis en question, et donc très grosse crise. Et finalement, après un certain nombre de négociations, c'est la Caisse des dépôts, donc le bras financier de l'État, qui prend la majorité d'Orpea. Bon, il y en a qui estiment que c'est pas l'argent public d'être une nouvelle fois appelé pour sauver un groupe privé, etc. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une bonne nouvelle. Déjà, il fallait sauver un groupe qui était en train de s'effondrer, sauver l'emploi, et puis ces structures qui géraient des personnes âgées, et on prenait le risque que ça soit racheté par des fonds vautours, et il y en avait beaucoup à cette époque-là. Maintenant, ils se sont tous un peu éloignés quand même. Ils sont moins présents dans ces secteurs parce qu'ils savent que déjà c'est moins rentable, et qu'ils sont plus surveillés dans les médias. Donc il y a tout un tas de fonds vautours qui se sont éloignés du médico-social et puis plus largement de la santé. Mais je pense qu'un, il fallait sauver ce groupe, et deux, ça a entraîné quelque chose que moi je trouve assez passionnant. Il y a ce débat, d'ailleurs, auquel on me demande toujours, avec cette question à laquelle on me demande toujours de répondre, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre les EHPAD privés dans ce secteur. Moi, j'estime que c'est pas mon boulot de journaliste de répondre, que je rapporte des faits, et puis après, les politiques, la société s'en saisit et décide. Mais il y a quelque chose, ça a apporté une réponse moins binaire. Aujourd'hui, c'est donc la Caisse des dépôts et la Maïf. Et ils sont en train de mettre en place une notion économique qui est passionnante et assez moderne, c'est la notion de bénéfice raisonnable. Et c'est de dire qu'en gros, il y a des secteurs de l'économie un peu particuliers qui traitent d'êtres humains vulnérables, fragiles. C'est le cas avec les personnes âgées, sûrement le cas avec les enfants, c'est le cas avec la psychiatrie. Et est-ce que dans ces secteurs, on a droit de faire des hyper-profits, comme ça a été le cas pendant 30 ans dans le secteur de la dépendance, où vous aviez un groupe comme Orpea, mais il y en avait d'autres, qui faisaient des taux de marge à 36%, et c'était pas caché. Tout le monde le savait, et quand vous étiez un petit épargnant français et que vous alliez voir votre banquier au Crédit Agricole ou à la Société Générale, il vous disait vous avez 20 000 euros à investir. Investissez dans les EHPAD, parce que franchement, il y a de plus en plus de personnes âgées, il y a des taux de croissance à 2 chiffres, et le meilleur là-dedans, c'est Orpea. Regardez leur niveau de marge. Et donc, tout le monde se félicitait de ces niveaux de marge, alors que c'était une évidence absolue que vous ne pouviez pas faire 36% d'EBITDA sans contraindre les coûts, et donc sans limiter push le nombre d'effectifs des EHPAD, ça bug. Donc cette notion de bénéfice raisonnable, elle est là pour dire, on ouvre au privé, le privé a droit d'aller dans ces secteurs, mais c'est des secteurs particuliers, donc il faut
comme un bon père de famille, imaginez une notion de bénéfice raisonnable qui peut être à 26% de marge, où ça va permettre au groupe d'avoir assez d'argent pour se développer et pour développer investir sur la qualité, sur tout un tas de sujets, mais en même temps, on ne fait pas des hyper profits qui pourraient impacter la qualité de la prise en charge. Et donc, cette prise de participation, elle a plutôt poussé l'ensemble du secteur à être plus raisonnable pour ses marges, même s'il faut bien avouer que de toute façon, ils ont de plus en plus de mal à en faire aujourd'hui dans le secteur des EHPAD. Alors, pour vos placements futurs, je vous invite à retrouver Victor Castanet en L2. Il vous guidera. Donc, nous avons terminé cette rencontre puisqu'il nous reste quelques secondes. Je vous remercie à tous les deux. Merci d'avoir été présents avec nous. Merci beaucoup. Vous retrouverez Philippe en L23 et vous retrouverez Victor en L2. Voilà. Merci à tous.